Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Dernier volet ce vendredi de notre semaine spéciale à littérature engagée avec un dossier consacré au déclin des bibliothèques scolaires. Quelle réponse face à ce phénomène? Eh bien, nous en parlerons. Au programme également, le Maroc a été élu ce mercredi à la vice-présidence de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui se déroulera de septembre 2017 à septembre 2018. Et puis au Rwanda, la commission électorale a décidé ce jeudi de renoncer au contrôle des médias sociaux pendant la campagne électorale pour l'élection présidentielle d'août 2017. Avec nous sur ce plateau pour en parler, un invité, monsieur Ezain-Pierre Dognon. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes écrivain, auteur du livre « Désolé madame, j'épouse mon portable ». Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Tout de suite, c'est l'info du jour. C'est une victoire de plus pour le Maroc. Le pays a été élu à la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU pour un mandat d'1 an, une victoire à l'unanimité. Les détails avec Sharon Kamara. Élu à l'unanimité par les 193 États membres, le Royaume du Maroc occupera la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tiendra de septembre 2017 à septembre 2018. Cette élection survient après l'endossement du Maroc par le groupe africain de New York qui est engagé dans la défense des valeurs et des intérêts des pays africains. On a vu sur le continent déjà, en Afrique subsaharienne, non seulement le Maroc essaie de revenir, est revenu dans l'Union africaine, mais essaie d'intégrer également d'autres cadres d'intégration régionale comme la CEDEAO. Donc, cela va faire que le Maroc va se retrouver à tous les niveaux diplomatiques et des relations internationales, en Afrique en particulier, en faisant usage de cette position au niveau des Nations Unies. Pour le royaume chérifien, cette élection est une consécration. Depuis ces dernières années, le Maroc a mis en place une stratégie diplomatique visant à retrouver sa place sur la scène africaine et internationale. Le 30 janvier 2017, après 33 ans d'absence, le Maroc a retrouvé sa place au sein de l'Union africaine. Cette élection à la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU témoigne de la reconnaissance à l'international des efforts faits par le Maroc en matière de respect des droits de l'homme, de démocratie et de promotion de la paix. Dans la mesure où c'est une position très élevée dans la diplomatie et les relations internationales, il va sans dire que le Maroc va utiliser cette position pour déverrouiller un certain nombre de blocages qu'il connaît depuis pas mal d'années. La position au niveau des Nations Unies va permettre au royaume chérifien de prendre un peu le dessus sur ses pairs africains. Cette élection récompense également le rôle actif du Maroc au sein de l'ONU. Avant cette nomination à la vice-présidence, l'ambassadeur du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a présidé la 3e commission de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Celle-ci traitait des droits de l'homme, des questions sociales, humanitaires et culturelles. Monsieur Dognon, cette nouvelle victoire est une consécration pour le Maroc qui étend son influence non seulement sur le continent africain mais aussi à l'échelle internationale. Évidemment, on peut l'apercevoir ainsi et en faire une victoire même au-delà du Maroc et supposer que c'est une victoire pour l'Afrique en général. Et il faut saluer cette diplomatie très offensive du Maroc qui a su se repositionner après un certain retranchement et on connaît tout ce que le Maroc a traversé. Même sur le plan africain, il faut comprendre que le Maroc s'était retiré de certaines institutions, et notamment l'Union africaine. Et il n'y a que quelques mois que le Maroc s'est repositionné sur le plan de la diplomatie. Donc il faut dire qu'ils se sont reculés pour mieux sauter. C'est une victoire, on peut considérer ainsi. Mais je vais au-delà en voyant la chose autrement. Pour moi, je me demande c'est quel type de victoire quand on sait, surtout pour l'institution qu'est l'ONU et vis-à-vis de l'Afrique. Quand on sait en fait que nous avons déjà eu un autre poste, le secrétariat général par le Kofi Annan, qui était secrétaire général de cette institution de 1997 à 2006, on se demande est-ce que ce n'est pas encore une façade?
à l'image. Justement, concrètement, qu'est-ce que l'accès à ce poste stratégique va impliquer pour le Maroc et donc de facto pour l'Afrique? Ça a été dit dans le reportage. En fait, le Maroc est en train de se repositionner. En termes de diplomatie, le Maroc se repositionne. Et non seulement ça, pour le pays en général, l'économie du pays en général en a besoin pour mieux supporter. Parlons de l'Afrique, la question demeure. Qu'est-ce que cela va apporter aujourd'hui à l'Afrique? Et c'est là, en fait, que la problématique se trouve. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on peut se demander qu'est-ce que l'institution en elle-même apporte, c'est-à-dire l'ONU en elle-même, qu'est-ce qu'elle apporte aujourd'hui à l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique gagne en appartenant à l'ONU? Il ne faut pas oublier que cette institution a été créée en 1945 suite à la Deuxième Guerre mondiale avec pour but de maintenir la paix et la sécurité internationale. Mais aujourd'hui, est-ce qu'après 72 ans de règne, on peut dire la main sur le cœur que cette institution a atteint son objectif de maintien de la paix et de la sécurité internationale, notamment en Afrique? La question reste posée. Donc, quand on regarde ça, on peut se demander, est-ce que ce n'est pas une façade de plus pour nous montrer que, ok, l'Afrique continue de régner, de se repositionner, mais par derrière, on sait tous ce que cette institution est, en quelque sorte, en matière de maintien de la paix, en griffe sur le continent en fait, africain. Alors, parallèlement, le Maroc a été élu au poste de vice-président de la 4e commission en charge de la décolonisation et on a eu droit à un duel entre le Maroc et l'Algérie, un duel qui, là encore, a tourné à l'avantage du Maroc. Qu'est-ce qui, selon vous, a joué en la faveur du royaume gérifien? C'est toujours la diplomatie très offensive marocaine qu'il faut saluer simplement parce que, comme je le disais tantôt, le Maroc s'est retiré pour mieux sauter. Ils se sont cognés entre-temps. Ils ont compris en fait qu'il fallait d'une certaine manière reprendre leur place et se repositionner sur le plan d'abord vis-à-vis du continent et par la suite à l'international. Donc, ils ont dû étudier certaines institutions, et notamment les grandes institutions internationales et sur le plan du continent aussi. Et ils ont essayé de mieux placer les hommes qu'il faut. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand on prend celle qui a été élue, la vice-présidente aujourd'hui, et quand vous étudiez son parcours, il n'y a rien à dire. Vous comprenez en fait qu'il y a du magot. C'est quelqu'un qui peut défendre en fait, qui maîtrise son domaine et qui, d'une certaine manière, quand elle s'exprime et quand elle parle de certains secteurs et de certains domaines, vous êtes à votre aise. Donc la diplomatie marocaine, encore une fois, est très offensive et à saluer. Apporter ses fruits. Oui. Alors, on rappelle que cette commission examine chaque année, en octobre, la question du Sahara occidental. On imagine que c'est tout à l'avantage du Maroc quand on sait l'enjeu que représente cette question pour le royaume. Bien sûr, c'est tout à l'avantage du Maroc et c'est en prévision de tout cela que le Maroc a dû préparer son coup. Et c'est là qu'il faut encore une fois comprendre que c'est une question de géopolitique. De stratégie. De stratégie géopolitique simplement. Donc le Maroc est en train d'étendre son territoire et on a vu le roi, son voyage récemment sur la France, c'était pas anodin, tout a été préparé, tout a été négocié et tout est fait en amont. Nous sommes en train de voir le résultat d'une longue bataille, d'une longue préparation. Merci pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également, le président rwandais a-t-il peur des réseaux sociaux? La question cristallise le débat politique ces 2 derniers jours, si bien que la commission électorale qui prévoyait de contrôler ces outils pendant la campagne présidentielle a dû faire volte-face. Les détails avec Sharon Kamara. La commission électorale nationale du Rwanda a finalement cédé à la pression. Après avoir publié une directive visant à contrôler les messages diffusés par les candidats à l'élection présidentielle sur les réseaux sociaux le temps de la campagne électorale, l'organisation nationale a fait marche arrière et a annulé son projet. Celui-ci devait être mis en place dès le 14 juillet, date du lancement de la campagne présidentielle. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui une plateforme, un média que personne n'a véritablement réussi à contrôler et qui peut conduire à des situations extrêmement graves. Et quand on regarde le cas spécifique du Rwanda, eu égard à son passé très sanglant, qui a été fait aussi par l'instrumentalisation de d'autres types de médias, comme la radio des 1000 collines,
on comprend très bien que voilà, on puisse arriver à de telles réflexions. La règle que souhaitait mettre en place la Commission visait à imposer aux partis ou aux personnes désirant faire campagne sur les réseaux sociaux de faire approuver le contenu par la Commission électorale nationale 48 heures avant la publication. Une annonce qui avait également fait scandale chez les 4 candidats à la présidentielle issus de l'opposition. Les candidats pourront publier du contenu sur les réseaux sociaux sans le soumettre à la Commission électorale. Et s'ils commettent des fautes, ils feront face à la législation. Du côté du gouvernement, l'annonce n'avait pas été bien accueillie non plus. À la tête du Rwanda depuis 2000, le président Paul Kagame avait fait modifier la Constitution en 2015, lui permettant potentiellement de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Malgré cela, il a fait savoir par l'intermédiaire de la porte-parole du gouvernement qu'il était également en désaccord avec cette mesure. Monsieur Dognon, comment analysez-vous ce volte-face de la commission électorale rwandaise? Déjà, il faut comprendre que c'est tout un enjeu, c'est une guerre de communication qui est en train d'être faite ou évitée. Et cette décision est un couteau à double tranchant. C'est un à double face en ce sens que il ne faut pas oublier que le pays, le Rwanda, est toujours meurtri par ce génocide de 1994 qui reste dans la tête de la population. Donc la liberté d'expression dans ce pays est capitale. On ne peut pas en fait aujourd'hui se permettre de se refuser ou de refuser en fait à des gens, qu'ils soient candidats ou pas, de s'exprimer sur des situations. Parce que le faire montrerait qu'on est en train de préparer un coup. N'oublions pas que Paul Kagame, avec tout son règne, est en train de vouloir encore reprendre le pouvoir d'une certaine manière. Il veut bien être encore président de la République rwandaise. Du coup, étant candidat et maîtrisant toutes les institutions, on peut supposer aujourd'hui, et il faut reconnaître que les réseaux sociaux constituent une force capitale énorme. Et on a vu aux États-Unis ce que les réseaux sociaux ont apporté pour l'élection du président Donald Trump, et c'est pas la France qui nous démentirait dans l'élection du président Emmanuel Macron. On a vu également le rôle des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, maîtriser, contrôler les réseaux sociaux, c'est contrôler tout simplement la population. Alors, donc selon vous, c'était une erreur stratégique qui vient finalement attirer l'attention? Évidemment, c'est une grande erreur stratégique. Au même moment, il ne faut pas oublier que mettre des limites, je peux considérer comme c'est des garanties. Parce qu'en fait, il faut dire que ce n'est pas la population qui est interdite de mettre en fait des... Ce sont les candidats. Ce sont les candidats, c'est ce qui est capital, c'est ce qui est important à souligner. Et c'est normal parce que la guerre de la communication va commencer au soir de scrutin. Chacun va d'une certaine manière se proclamer ou s'auto-proclamer président. Et aujourd'hui, Paul Kagame, maîtrisant en fait la télévision et l'ensemble des médias, a le pouvoir de pouvoir s'exprimer. Mais l'opposition qui ne maîtrise pas ou qui n'a pas la même mise sur les médias traditionnels n'a que les réseaux sociaux. C'est là que tout se joue aujourd'hui. Parce que refuser aux candidats de s'exprimer, entre-temps, la commission électorale pourrait dire, écoutez, vous n'avez pas le droit de parler ou de dire quoi que ce soit. Du coup, si vous n'avez pas le droit de parler, vous êtes obligé de vous taire. Et là, c'est pas bien pour l'opposition qui a très tôt compris. On a vu tous les qui voit ses possibilités, du coup, réduites. Bien sûr. Heureusement, en tout cas, la commission électorale a fait volte-face et donc a renoncé à cette mesure. Mais pour certains observateurs, ce scrutin présidentiel au Rwanda est joué d'avance. Nombreux sont ceux qui donnent le président Paul Kagame largement vainqueur. Mais quand on est confiant, est-ce qu'on a besoin de penser, ne serait-ce que penser à mettre en place ce genre de mesures? Qu'est-ce que cela traduit finalement? Attention, Paul Kagame, il a compris ce que c'est que la politique, parce qu'on a fait le même coup au président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier. Il ne veut prendre aucun risque. Il ne veut prendre aucun risque et il a totalement raison. Le président Gbagbo a cru aux institutions internationales et aux différents sondages qui le donnaient largement en tête des élections. Malheureusement, le coup lui a été joué. Et du coup, Paul Kagame, il a compris, il s'est dit, mais non, écoutez, je ne vais pas me laisser faire, je ne vais pas me laisser avoir. Donc, il est en train de prévoir. Et comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Merci, Monsieur Dognon. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News. À tout de suite.